Bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de votre journal, réuni le 25 mars dernier à Accra, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont interpellé les nouvelles autorités burkinabées sur la durée de la transition. Le gouvernement burkinabé a réagi en rejetant l'interpellation de l'institution africaine. Le Kremlin a annoncé qu'à compter de ce vendredi, les livraisons de gaz naturel se feront de comptes bancaires en roubles, l'unité monétaire de la Fédération de Russie menaçant d'annuler les contrats en cours en cas de refus. Et puis, crise ukrainienne toujours, les bombardements s'intensifient malgré les pourparlers de paix. Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu ce vendredi suite à une frappe aérienne menée par 2 hélicoptères de l'armée ukrainienne. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé dans nos titres, réunis le 25 mars dernier à Accra, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont interpellé les nouvelles autorités burkinabées sur la durée de la transition fixée à 36 mois par la junte. Le gouvernement burkinabé a réagi en rejetant l'interpellation de l'institution africaine. Image. Le gouvernement burkinabé s'est exprimé au regard des préoccupations de la CEDEAO. Le 25 mars dernier, lors du sommet des chefs d'État au Ghana, l'organisation se disait inquiète de la situation en Guinée et avait demandé la libération immédiate de l'ancien président Roch Kaboré. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Alors que les dirigeants régionaux ont demandé la libération de l'ancien président placé en résidence surveillée depuis le coup d'État, le gouvernement burkinabé a affirmé que des concertations sont en cours pour son transfert dans une résidence familiale. Depuis un peu plus de 3 semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. S'agissant de la transition, la CEDEAO a demandé à recevoir un calendrier le 25 avril, mais les autorités burkinabées ont rejeté cette échéance. Selon le porte-parole du gouvernement, la durée de la transition a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales du 28 février dernier. Actualité africaine toujours, le rassemblement du peuple de Guinée a à sa tête un nouveau visage. Il s'agit de Ibrahima Kassori Fofana. Il a été élu président du parti d'Alpha Condé, l'ex-président guinéen, lors de la convention extraordinaire qui s'est tenue hier, jeudi, à Conakry et qui a réuni 368 délégués du parti venus de tout le pays. Ibrahima Kassori Fofana a désormais une mission, celle de réorganiser le parti après le coup d'État du 5 septembre 2021. Le Rassemblement du peuple de Guinée, parti de l'ex-président Alpha Condé, a investi jeudi l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à la tête d'un organe provisoire qui dirigera le RPG jusqu'à un congrès. Le congrès doit se tenir avant la fin de cette année. Lorsqu'en mai 2018, j'ai décidé de fondre mon ancien parti, Guinée pour tous, dans le RPG arc-en-ciel, je voulais consolider une alliance qui, à mon avis et à mon sens, devrait matérialiser une volonté, une direction, une vision, toutes les valeurs que je partageais, que je partage encore avec notre champion, le professeur Alpha Condé. Ibrahima Kassori Fofana a été désigné par acclamation à la tête de ce conseil exécutif provisoire. Début mars, les instances du RPG l'avaient choisi pour présider ce conseil, mais cette décision avait créé des remous au sein du parti. Permettez que ma première grande décision soit de demander au bureau exécutif provisoire d'organiser des assises à la base, afin qu'en concertation avec les militants, nous tirions toutes les leçons des 10 années passées de notre gouvernance. La convention extraordinaire qui réunissait 368 délégués venus de tout le pays visait à réorganiser le RPG avant les prochaines élections dont la date n'est pas encore connue.
Réouverture en Afrique du Sud des audiences sur les troubles de juillet 2021 à Sundown, à Johannesburg. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est entendu pour la énième fois devant la Commission sud-africaine des droits de l'homme sur la responsabilité des faits qui incombent son parti, l'ANC, le Congrès national africain, relativement aux pillages qui ont causé la mort de plus de 300 personnes dans la province du KwaZulu-Natal et du Gauteng. C'est à Sandton, à Johannesburg, que le président Cyril Ramaphosa comparaît devant la Commission sud-africaine des droits de l'homme dans le cadre des audiences sur les troubles meurtriers de juillet 2021. Depuis le début des audiences, la Commission a entendu des factions de l'ANC et toute la question sera de savoir si le président reconnaîtra la responsabilité de son parti dans les pillages qui ont causé la mort de plus de 300 personnes dans les provinces du KwaZulu-Natal et Gauteng. Lors de ses premières prises de parole, Cyril Ramaphosa a pointé du doigt la gestion de l'État par son prédécesseur Jacob Zuma, qui a eu un impact sur les services publics de l'État, dont la police. La commission s'intéresse également au rôle du ministre de la Police Bheki Cele et du manque de coopération qui existait entre lui et l'ex-commissaire de police, le général Kela Sithole. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé rapatrier environ 100 000 de ses citoyens d'Arabie Saoudite au cours des 7 à 11 mois à venir dans le cadre d'un accord signé récemment entre les deux pays. Pour rappel, au cours des 4 années écoulées, l'Arabie Saoudite a renvoyé environ 352 000 Éthiopiens chez eux. Plusieurs centaines d'Éthiopiens sont arrivés à Addis Abeba en provenance d'Arabie Saoudite mercredi. Au total, environ 900 personnes, dont de nombreuses mères accompagnées d'enfants en bas âge, ont été rapatriées sur les milliers de ressortissants qui doivent rentrer au cours des prochains mois. Nous sommes arrivés en paix, mais beaucoup de nos frères souffrent encore. La souffrance dans les prisons des hommes est très grave. Nous sommes retournés dans notre pays après 6 mois de prison. Mais nos frères sont là-bas, vivant sans vêtements et portant des sacs en plastique. S'il vous plaît, que quelqu'un les aide. Nous avons pleuré tous les jours. Ils nous ont donné du pain et un pot de riz cuit pour 300 personnes. 400 personnes vivaient dans une seule pièce. Et nous ne pouvions même pas voir la lumière du soleil. S'il vous plaît, faites revenir les gens qui sont en prison. Dans le cadre d'un accord signé récemment entre l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement d'environ 100 000 de ses citoyens. Ce sont nos citoyens, mais ils vivent beaucoup de moments douloureux. Après que le gouvernement ait compris leurs souffrances, il a entamé des discussions diplomatiques pour les ramener chez eux. Depuis des années, des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent les conditions de rétention des migrants éthiopiens. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 750 000 Éthiopiens résident en Arabie Saoudite. Crise ukrainienne à présent dans votre journal. Les bombardements s'intensifient malgré les pourparlers de paix. Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu ce vendredi suite à une frappe aérienne menée par 2 hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à basse altitude dans la ville de Belgorod. Nous sommes dans l'ouest de la Russie. Selon le Kremlin, l'attaque à Belgorod ne crée pas de conditions favorables à la poursuite des pourparlers de paix avec Kiev. Un responsable régional russe accuse Kiev d'avoir attaqué par hélicoptère un dépôt de pétrole dans cette ville située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Vyacheslav Gladkov indique que 2 personnes ont été blessées et que les pompiers tentaient ce vendredi matin d'éteindre les flammes. Si l'attaque était confirmée par les autorités ukrainiennes, il s'agirait de la première frappe de Kiev en Russie et constituerait une preuve que le conflit s'exporte. Belgorod est situé à 80 km de Kharkiv, grande ville ukrainienne en proie à de violentes attaques russes. Plus tôt dans la semaine, des explosions avaient aussi eu lieu, cette fois dans un entrepôt de munitions de l'armée russe, mais les causes de l'incident étaient contestées.
Vladimir Poutine a annoncé qu'à compter de ce vendredi, les acheteurs jugés inamicaux devront régler les livraisons de gaz naturel à partir de comptes bancaires en roubles, l'unité monétaire de la Fédération russe, menaçant d'annuler les contrats en cours en cas de refus, une mesure balayée par les Européens qui entendent payer en euros ou en dollars. L'exigence russe du règlement des livraisons de gaz en roubles par les pays jugés inamicaux a été rejetée par les Européens. Ces derniers, notamment l'Allemagne ou la France, s'appuient sur les contrats qui stipulent des paiements en dollars ou en euros. Depuis la mise en place des sanctions par les Occidentaux, le cours de la monnaie russe chute et perd de sa valeur. Certains analystes pensent que cette démarche est une tentative de soutenir le rouble pour créer une demande pour celui-ci. Mais j'ai parlé à un analyste qui pense au contraire qu'il y a un risque que les clients se détournent et que cela crée le chaos dans tout le système des paiements. Et c'est vraiment risqué pour l'économie de la Russie qui dépend beaucoup des exportations de gaz. Le chef du Kremlin souhaite que les sociétés importatrices de gaz russe ouvrent un compte bancaire dans les banques du pays. La mesure peut semer la confusion mais ne change en réalité rien pour les acheteurs. Les sociétés pourront régler dans leur devise auprès de Gazprom Bank, l'institution bancaire de l'énergéticien Gazprom, qui se chargera de changer la somme en roubles. Vladimir Poutine tente de maintenir le rouble à flot, mais si les sanctions s'amplifient, il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre car le système financier russe est coupé des principaux marchés. Et nous parlons toujours de la crise russo-ukrainienne qui continue d'ailleurs de mobiliser un fort élan de solidarité dans presque toute l'Europe. Des jeunes bénévoles dans le plus grand centre humanitaire d'Odessa, situé dans le sud de l'Ukraine, ont décidé d'apporter des dons de première nécessité aux réfugiés, une contribution à l'effort de paix et à la reconstruction du pays. Image. Voici le plus grand centre humanitaire d'Odessa. Ici, les bénévoles n'accueillent pas de réfugiés, mais leur fournissent une aide précieuse. Médicaments, vêtements, nourriture, les jeunes volontaires recensent les besoins, trient les dons et les acheminent. Leur manière de participer à l'effort de guerre et à la reconstruction du pays. C'est en quelque sorte comme ça que nous sommes en train de nous relever. C'est une période de croissance, sanglante, douloureuse, mais c'est le moment où nous sommes fiers de dire « Je suis ukrainien ». C'est un moment historique en fait. Sous ce dôme à Lviv, un gymnase, la nouvelle maison de Natalia et ses 2 petits-enfants. Comme elle, beaucoup d'habitants de Kiev ont fui vers cette ville. Dès qu'elle le peut, cette maman appelle ses proches restés dans la capitale. Son plus grand souhait, retourner auprès d'eux, mais les nouvelles ne sont pas assez bonnes. Qu'est-ce que tu entends? J'ai lu que les Russes voulaient reculer, mais je ne les crois pas. Je ne pense pas qu'ils soient partis. On entend des explosions jour et nuit. Maintenant aussi, peut-être que vous ne pouvez pas les entendre, mais nous, on entend les combats près de Kiev. L'aide des anonymes, des bénévoles, mais aussi des proches. Cette mère porteuse a donné naissance aux jumeaux d'un couple irlandais. Au début de la guerre, ils n'ont pas hésité, il fallait aller la chercher. Direction la frontière pour ramener Ivana et ses enfants en Irlande. Comme eux, près de 4 millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays. Et nous parlons à présent religion. La traduction de la Bible dans le monde progresse. Après 50 années de travail linguistique, l'Américain Rogers Molang, d'origine professeur de théologie, et le Nigérian Mark Zira, coordinateur du projet, sont parvenus à traduire plus de 30 000 exemplaires de la Bible imprimés en Kamoé, langue maternelle d'1 million d'Africains. Cette population habite dans les pays tels que le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Selon l'Alliance biblique universelle, la Bible intégrale existait en 704 traductions différentes en 2020 et le Nouveau Testament en plus de 2200 sur 7000 langues au total à l'échelle mondiale. Ces 30 000 exemplaires de la Bible seront distribués dans les prochains mois. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.